Éloge du savoir. Aujourd'hui, le Collège de France. Hier matin, Jacques Bouvresse, dans son cours consacré à la philosophie de Kurt Gödel au Collège de France, nous a longuement parlé de la confrontation Gödel-Carnap, confrontation qui portait, certes, sur des questions de philosophie de la logique et des mathématiques, mais bien plus encore, sur des problèmes de philosophie générale. En effet, Gödel, comme Carnap, se réclamait de la plus grande rationalité possible, mais Gödel pensait qu'il fallait néanmoins pouvoir essayer de travailler sur des recherches qui pouvaient paraître au premier abord aberrantes, et que toutes les expériences devaient pouvoir être tentées même si la communauté scientifique ne les comprenait pas. Carnap, qui avait été analysé par Freud et accompagnait le cercle de Vienne, se réclamait du courant analytique et refusait vivement de se lancer dans des aventures qu'il rejetait comme métaphysiques a priori. Afin de prolonger ces questions, Jacques Bouvresse va nous parler ce matin du problème particulier posé à Carnap par la démonstration du théorème de Gödel. Le théorème de Gödel introduit sur ce point une complication fâcheuse, puisqu'il oblige à admettre qu'il y a des énoncés mathématiques qui sont vrais, et donc, si les positivistes logiques ont raison, analytiquement vrais, mais qui ne sont pas démontrables. La difficulté, donc, est que le analytiquement vrai ne coïncide pas avec démontrable, mais a une extension plus grande que démontrable. Alors c'est une situation dont Carnap a essayé de s'accommoder justement en remplaçant pour les propositions mathématiques la partition qui n'est pas exhaustive entre propositions démontrables et propositions réfutables par une partition entre propositions analytiques et propositions contradictoires qui, à la condition d'être effectuée comme il convient, peut, pour sa part, rester exhaustive. Donc son but était d'arriver à une partition des propositions logico-mathématiques en analytique d'une part, contradictoire d'autre part, une partition qui puisse rester bel et bien exhaustive, à la différence de la partition entre propositions démontrables et propositions réfutables. Les propositions logico-mathématiques sont donc, pour reprendre la terminologie qui est utilisée par Carnap dans la syntaxe logique du langage, ces propositions sont, elles, déterminées, c'est-à-dire, elles, vraies. Carnap dit aussi logiquement vraies, logiquement valides ou analytiques, donc il utilise indifféremment l'un ou l'autre de ces qualificatifs à propos des propositions de la logique et des mathématiques. Donc les propositions de la logique et des mathématiques sont soit elles vraies, logiquement vraies, soit elles fausses, Carnap dit aussi logiquement fausses, logiquement contravalides ou contradictoires. Le théorème de Gödel ne constitue donc pas une raison d'admettre qu'il pourrait y avoir des propositions mathématiques qui ne sont ni analytiques ni contradictoires et ne peuvent par conséquent être vraies ou fausses que d'une façon qui mériterait d'être qualifiée de synthétique. Il pourrait y avoir une tentation de considérer la proposition gödelienne indécidable comme une proposition qui, n'étant ni analytique ni contradictoire, se trouve mériterait par le fait d'être qualifiée de synthétique, mais il n'en est rien en fait aux yeux de Carnap, puisqu'il estime avoir les moyens de conserver une partition de toutes les propositions de la logique et des mathématiques entre analytique d'une part, contradictoire d'autre part, une partition qui est exhaustive. Bon, c'est-à-dire qui ne laisse aucun cas particulier indécidé. La proposition gödelienne indécidable n'est pas démontrable dans le système ou dans la classe de systèmes considérés par Gödel, mais elle est analytique. Et elle n'est pas non plus réfutable, mais sa négation n'en est pas moins analytiquement fausse, autrement dit contradictoire. Donc Carnap essaie de tenir bon sur ce qui lui tient particulièrement à cœur, c'est-à-dire arriver à une partition exhaustive des propositions de la logique et des mathématiques en deux catégories, donc disjointes, qui épuisent complètement le champ des propositions logico-mathématiques, c'est-à-dire les propositions analytiques ou logiquement vraies et les propositions contradictoires ou logiquement fausses.
Toute cette construction carnapienne, qui est entreprise dans la syntaxe logique du langage, repose de façon cruciale sur une distinction essentielle qui est faite par Carnap entre deux espèces différentes de concepts. Deux espèces de concepts que Carnap appelle les A-concepts et les F-concepts. Alors les A-concepts, à cause de... ça vient du terme allemand Ableitung, dérivation. F-concept, il faut rapporter ça au terme allemand Folge, conséquence. Donc vous avez d'un côté les concepts de dérivation, comme on peut les appeler, ou A-concepts, et de l'autre les concepts de conséquence, ou F-concepts. Alors en anglais, ça deviendra les D concepts d'un côté, derivation concepts, et de l'autre les consequence concepts, c'est-à-dire les concepts de conséquence. Donc en allemand, vous avez d'un côté les A concepts, de l'autre les F concepts. En anglais, corrélativement, d'un côté les D concepts, concepts de dérivation, et les C concepts, concepts de conséquence. Alors la première des deux notions, donc celle la notion la notion de dérivation, cette notion-là est une notion qui est clairement syntaxique, alors que la deuxième, donc la notion de conséquence, implique le recours à des moyens ensemblistes relativement puissants, et nous la caractériserions aujourd'hui sans hésiter comme sémantique plutôt que syntaxique, même si ce n'est pas le langage qu'utilise Carnap, puisque, comme j'ai déjà eu l'occasion de le signaler, il utilise le concept de syntaxe et le qualificatif syntaxique dans un sens tout à fait, dans un sens très large que nous n'accepterions pas aujourd'hui. Autrement dit, nous dirions sans hésiter que le concept de conséquence, qui encore une fois implique l'utilisation de moyens ensemblistes assez puissants, nous dirions que ce concept, disons sans hésiter que ce concept est un concept sémantique et non pas syntaxique. Mais encore une fois, ce n'est pas le langage utilisé par Carnap. Je crois qu'une des raisons de ça, d'ailleurs, c'est qu'il se méfie particulièrement de l'usage qui est fait à la même époque du terme sémantique par d'autres logiciens, en particulier certains logiciens polonais comme Quistek. Mais je ne veux pas m'attarder sur cette question dont l'intérêt est principalement historique. Alors, il faut que nous regardions d'un tout petit peu près la manière dont Carnap formule le problème essentiel auquel il est confronté et le genre de solution qu'il propose pour en venir à bout. Alors, vous avez un exposé très clair de ça dans le paragraphe 34A de la syntaxe logique du langage, intitulé Critères incomplets et critères complets de validité. Carnap dit une des tâches principales de la recherche et sur les fondements logiques des mathématiques est de formuler un critère formel de validité, autrement dit d'énoncer les conditions nécessaires et suffisantes qu'une proposition doit satisfaire pour être valide, il y a entre parenthèses correct, vrai, valide au sens que l'on donne aux mots dans les mathématiques classiques. Puisque le langage 2, donc il s'agit du deuxième langage qu'il construit, qui est amené à construire dans la syntaxe logique du langage et qui a pour but de rendre possible la représentation de la totalité des mathématiques classiques, alors que le langage 1 est plus restreint puisqu'il est conçu pour satisfaire certaines exigences finitistes ou constructivistes. Donc, il s'agit de trouver, pour le langage 2, un critère formel pour l'utilisation du terme analytique, puisque c'est ce terme-là qui est proposé pour constituer un équivalent exact des termes logiquement vrais ou logiquement corrects, ou logiquement valides. Alors, puisque le langage 2 est construit de façon à ce que les mathématiques classiques puissent y être formulées, nous pouvons formuler le problème comme consistant à établir un critère de validité pour les propositions du langage 2. En général, il est possible de distinguer trois espèces de critères de validité. Alors, premièrement, donc il y a trois possibilités qui se présentent. Et Carnap va être amené à choisir la troisième pour des raisons sur lesquelles il s'explique très clairement. Premièrement, nous pouvons chercher à découvrir un critère de validité finitaire. Alors, en allemand, c'est definite, en anglais definite. Bon, j'ai choisi de traduire ces deux termes par finitaire quand j'ai fait la traduction de la syntaxe logique du langage. Je pense que c'est effectivement la meilleure, ou en tout cas la moins mauvaise traduction possible. Alors, Carnap explique très clairement ce qu'il faut entendre par cette propriété finitaire.
quand on dit on parle d'un critère de validité finitaire, on veut dire un critère d'une espèce telle que la question de sa satisfaction ou de sa non-satisfaction dans chaque cas particulier individuel, cette question peut être décidée en un nombre fini d'étapes à l'aide d'une méthode strictement établie. Donc c'est ça qu'on appelle un critère de validité finitaire. Si un critère de cette sorte était découvert, nous posséderions alors une méthode de résolution pour les problèmes mathématiques. Nous pourrions en quelque sorte calculer la vérité ou la fausseté de toute proposition donnée, par exemple du fameux théorème de Fermat. Il suffirait donc, ça revient à dire qu'il suffirait de mettre une machine pourvue du bon programme sur le problème et en un nombre fini d'étapes, en appliquant des procédures spécifiées d'avance, on obtiendrait la réponse. D'après les découvertes récentes de Gödel, la recherche d'un critère de validité finitaire pour le système mathématique tout entier semble être une entreprise désespérée. Donc, il faut renoncer à un critère de validité au sens 1, c'est-à-dire un critère qui serait lui-même finitaire, et une des raisons pour lesquelles on est obligé d'y renoncer, et même une raison tout à fait décisive, c'est le théorème de Gödel. Deuxième possibilité, nous pouvons formuler un critère de validité qui, bien que lui-même non finitaire, est néanmoins basé sur des règles finitaires. Alors là, comme vous voyez, les choses se compliquent un peu. C'est, dit Carnap, de ce type qu'est la méthode qui est utilisée dans tous les systèmes modernes qui essaient de créer un fondement logique pour les mathématiques, par exemple les systèmes de Frege, Peano, Whitehead et Russell, Hilbert et d'autres. Nous la désignons, cette méthode-là, comme la méthode de dérivation ou des méthodes. Donc c'est une méthode qui s'appuie sur l'utilisation de ce que Carnap appelle les A-concepts ou les D-concepts par opposition, les concepts de dérivation par opposition aux concepts de conséquence. Et comme observe Carnap, bon, tous les systèmes axiomatiques qui ont été construits pour répondre à la question du fondement des mathématiques, Frege, Peano, Whitehead, Russell, Hilbert, etc., reposent sur l'utilisation de cette méthode, de cette D-méthode. Alors cette méthode, elle consiste à énoncer, dit Carnap, à énoncer des propositions primitives, ou si vous préférez des axiomes, et des règles d'inférence, du genre de celles qui ont déjà été formulées pour le langage 2. Les propositions primitives sont ou bien données comme étant un nombre fini, ou bien elles émergent par substitution d'un nombre fini de schémas de propositions primitives. C'est-à-dire, ou bien on se donne un nombre fini d'axiomes, ou bien on se donne uniquement des schémas d'axiomes à partir desquels on peut obtenir par substitution une infinité d'axiomes. La construction des propositions primitives et des règles d'inférence peut être comprise comme la définition du terme directement dérivable. Sous-entendez d'une classe de prémices. Directement dérivable d'une classe de prémices. Dans le cas d'une proposition primitive, la classe de prémices est vide. On définit en général les axiomes comme étant les propositions qui sont déductibles de la classe vide de prémices. On a l'habitude, dit Carnap, de construire les règles d'une manière telle que le terme directement dérivable est toujours un terme finitaire. Autrement dit, que dans chaque cas individuel, on peut décider si oui ou non nous avons affaire respectivement à un cas particulier d'une proposition primitive ou de l'application d'une règle d'inférence. Donc ce genre de question peut être décidé à l'aide d'un critère finitaire. Au sens le plus strict qui soit, on peut toujours décider en un nombre fini d'étapes et en appliquant des règles qui ont été spécifiées d'avance si on a affaire, si une proposition constitue ou non un axiome et si une succession de propositions, une suite de propositions peut être considérée ou non comme satisfaisant à l'exigence que la dernière proposition soit directement dérivable à partir des propositions qui sont utilisées comme prémices. Donc ce genre de question, encore une fois, peut-être est décidable et peut être décidé à l'aide d'un critère qui présente la particularité d'être finitaire au sens de Carnap. Nous avons déjà vu, dit Carnap, comment les termes dérivables, démontrables, réfutables, décidables, indécidables sont définis sur la base de cette D-méthode. Puisqu'aucune limite supérieure à la longueur d'une chaîne de dérivation n'est déterminée, les termes mentionnés, c'est-à-dire des termes comme dérivables, démontrables, réfutables, etc., donc les termes de cette sorte, bien qu'ils soient basés sur le terme finitaire directement dérivable, sont eux-mêmes non finitaires. Donc c'est ça le point important. On ne peut pas toujours décider en un nombre fini d'étapes et par des procédures, en appliquant des procédures spécifiées d'avance, si
une proposition B est ou non déductible d'une proposition A ou d'une classe de propositions gamma quelconque. C'est-à-dire le terme directement dérivable, c'est-à-dire résultant de l'application d'une règle d'inférence. Ce terme-là est un terme finitaire au sens de Carnap, mais le terme déductible, sans autre spécification, donc c'est-à-dire le fait qu'une proposition B soit déductible d'une proposition A ou qu'elle soit déductible d'une classe gamma de propositions, ce terme-là n'est pas finitaire. Ce qui signifie encore une fois qu'il n'y a pas de méthode constituée d'un ensemble de règles spécifiées d'avance qui permet d'obtenir dans chaque cas mécaniquement, si vous voulez, la réponse à une question de cette sorte. Donc c'est pour ça que Carnap dit qu'on a affaire à un critère non finitaire qui repose sur l'utilisation de règles finitaires. Les règles elles-mêmes, encore une fois, sont finitaires, mais la réponse ne peut pas être obtenue par l'application d'une procédure qui reste jusqu'au bout une procédure finitaire. Donc, puisqu'aucune limite supérieure à la longueur d'une chaîne de dérivation n'est déterminée, les termes mentionnés, bien qu'ils soient basés sur le terme finitaire directement dérivable, sont eux-mêmes non finitaires. Dans tout système suffisamment riche pour lequel une méthode de dérivation peut être prescrite, on peut construire des propositions qui, bien qu'elles soient constituées de symboles du système, ne sont cependant pas décidables d'après la méthode du système. C'est-à-dire ne sont ni démontrables ni réfutables dans lui. Donc on ne peut pas décider, si vous voulez, à l'aide d'un critère finitaire, si une proposition quelconque dans un système de cette sorte est démontrable ou réfutable, et c'est précisément ce qui se passe avec la proposition gödelienne indécidable. Pour notre tâche particulière, c'est de la construction d'un critère de validité complet pour les mathématiques. Cette méthode, qui est la seule qui a été essayée jusqu'à présent, est inutilisable. Donc, vous voulez, tous les systèmes qui ont été essayés jusqu'à présent et qui reposent sur l'utilisation d'une D-méthode, c'est une méthode de dérivation, tous ces systèmes se sont révélés, dit Carnap, insuffisants, puisque, en vertu de ce que Gödel a démontré, pour chacun d'entre eux, il existe pour chacun d'entre eux au moins une proposition qui n'est ni démontrable ni réfutable. Donc il faut essayer une troisième solution, et c'est ce que Carnap va proposer de faire. Troisièmement, dit-il, pour atteindre la complétude, pour notre critère, donc si on tient à obtenir la complétude pour le critère de validité, il va falloir faire encore une concession supplémentaire. Pour atteindre la complétude pour notre critère, nous sommes par conséquent forcés de renoncer au caractère finitaire, non seulement pour le critère lui-même, mais également pour les étapes individuelles de la déduction. N'oubliez pas que les étapes individuelles, telles que l'application d'une règle d'inférence, qui permet de déduire une proposition, appelée conclusion de une ou plusieurs propositions appelées prémices. Donc ça, c'est ce genre de procédure est tout à fait finitaire au sens le plus strict. Donc, on peut, si vous voulez, procéder à deux tentatives successives de libéralisation dans ce domaine, et on est obligé d'aller jusqu'au troisième stade que distingue Carnap pour atteindre la complétude pour notre critère. Nous sommes par conséquent forcés de renoncer au caractère finitaire non seulement pour le critère lui-même, mais également pour les étapes individuelles de la déduction, une méthode de déduction qui dépend d'étapes individuelles non finitaires, et dans laquelle le nombre des prémices n'a pas besoin d'être fini. Nous l'appelons une méthode de conséquence ou une C-méthode. Donc ce qui caractérise la méthode dite de conséquence ou C-méthode, c'est le fait qu'on accepte d'utiliser une méthode de déduction qui dépend d'étapes individuelles non finitaires. Autrement dit, les étapes individuelles elles-mêmes seront autorisées à être non finitaires et le nombre des prémices pourra être infini. Dans le cas d'une méthode de cette sorte, dit Carnap, nous opérons non pas avec des propositions, mais avec des classes propositionnelles, des classes de propositions si vous préférez, qui peuvent également être infinies. De cette façon, un critère de validité complet pour les mathématiques est obtenu. Donc si on accepte de payer ce prix, on peut obtenir ce que cherche Carnap, c'est-à-dire un critère de validité complet pour les mathématiques. Nous définirons, dit-il, le terme analytique d'une manière telle qu'il est applicable à toutes les propositions et seulement aux propositions du langage 2 qui sont valides. Il y a juste entre parenthèses vrai, correct, à toutes les propositions donc du langage 2 qui sont valides sur la base de la logique et des mathématiques. Donc, en acceptant le genre de libéralisation,
que représente le stade 3, on peut obtenir un critère de validité complet pour les propositions mathématiques, autrement dit un critère qui est applicable à toutes les propositions du langage 2 si et seulement si elles sont logiquement vraies ou logiquement correctes, c'est-à-dire si et seulement si elles sont vraies sur la base de la logique et des mathématiques. Nous définirons, dit-il, le terme contradictoire d'une manière telle qu'il s'applique aux propositions qui sont fausses dans le sens logico-mathématique. Donc, le analytique constituera l'équivalent de logiquement vrai, logiquement valide, et contradictoire constituera l'équivalent exact de logiquement faux ou logiquement contravalide, comme il arrive aussi à Carnap de dire. Alors voilà donc le principe de la solution que Carnap essaie à laquelle Carnap essaie d'arriver dans la syntaxe logique du langage, et il y a eu des discussions assez nombreuses donc entre lui et Carnap d'abord sur la façon de réaliser ce programme, et ensuite également sur l'intérêt exact qu'il peut présenter. Et comme vous pouvez déjà vous en douter, Gödel est sceptique sur ces deux points, c'est-à-dire il est sceptique à la fois sur la réalisabilité du programme et sur l'intérêt exact qu'il peut présenter. Alors en ce qui concerne la distinction entre les A-concepts et les F-concepts, c'est-à-dire les concepts de dérivation d'un côté, donc Ableitungsbegriffe, et les concepts de conséquences, Folgebegriffe de l'autre. Donc sur la distinction entre ces deux sortes de concepts, il y a des remarques assez intéressantes de Gödel. Par exemple, à un moment donné, il dit ceci: les A-concepts, les concepts de dérivation, sont plus importants que les F-concepts, les concepts de conséquences, car la démonstration des seconds a lieu également par un A-procédé dans le métalangage. Autrement dit, pour démontrer qu'un certain F-concept, un concept de conséquence s'applique, on est obligé d'utiliser, dit Gödel, un A-concept dans le métalangage. Mais il ajoute ceci: dans les discussions épistémologiques, en allemand Erkenntnis theoretisch, dans les discussions épistémologiques, y compris celles du fondement des mathématiques dans la langue globale, les F-concepts seront plus importants. Donc, quand on a à résoudre des problèmes de cette sorte, des problèmes épistémologiques, ce sont les F-concepts qui deviennent plus importants. Et Gödel fait aussi, à propos de ce qui distingue la notion de dérivation ou de déduction, qui est une notion effective, à propos de ce qui la distingue donc de celle de conséquence, qui ne l'est pas, il fait la constatation suivante. Quand je dis qu'elle est effective, c'est que je veux dire qu'on peut toujours reconnaître en un nombre fini d'étapes et en appliquant des règles fixées d'avance si une suite de propositions constitue ou non une déduction correcte de la dernière proposition. Ça, c'est ce qui est vrai. C'est vrai de la notion de déduction, mais ça n'est pas vrai de la notion de conséquence. Et c'est sur ce point que Gödel attire l'attention dans une discussion au cours de laquelle il dit, c'est Carnap qui, c'est toujours d'après les notes qui ont été prises par Carnap dans son journal, donc Gödel dit, si une proposition est déductible, c'est-à-dire ou dérivable, ableitbar, alors cela peut toujours être démontré justement par la déduction. Si une proposition, en revanche, si une proposition est conséquence de, alors il se peut que cela ne soit pas démontrable, dans la mesure où la proposition syntaxique concernée est certes analytique, mais n'est pas démontrable. Il se peut que la proposition qui affirme que, par exemple, une proposition B est une conséquence logique d'une proposition A, il se peut que la proposition qui affirme ce genre de choses soit analytique, mais ne soit pas démontrable. C'est effectivement une différence importante qui existe entre les deux catégories de concepts. Il n'y a pas de désaccord, bien sûr, entre Carnap et Gödel sur ce point précis, c'est-à-dire sur la différence réelle et importante qui existe entre les deux espèces de concepts. Alors une autre remarque intéressante que fait Gödel est la suivante, elle a trait à la manière dont le F-concept de conséquence intervient dans la caractérisation du concept carnapien de Gehalt, c'est-à-dire de contenu. Carnap définit le contenu d'une proposition comme étant la classe de ses conséquences non analytiques. Et il considère que la caractérisation qu'il donne est une caractérisation strictement syntaxique, ce qui ne correspond sûrement pas à ce que nous dirions aujourd'hui, encore une fois, parce que nous dirions sans hésiter que son concept de conséquence est un concept qui n'est pas véritablement syntaxique, mais qui est typiquement sémantique. Alors, à propos donc de l'usage que Carnap fait du F-concept de conséquence dans la définition de son concept de contenu, Gödel dit ceci: Gehalt, c'est le terme utilisé par Carnap pour désigner le contenu. Gehalt peut être un F-concept, puisque ce concept a quelque chose d'objectif en lui.
Donc vous voyez, il attribue au concept de conséquence un caractère objectif qui, selon lui, n'appartient pas de la même façon au concept de dérivation correspondant. Gehal peut être un F-concept, puisque ce concept a quelque chose d'objectif en lui. La différence est justement celle-ci, les A-concepts sont subjectifs. Autrement dit, dans leur cas, il y a la possibilité de constater qu'ils s'appliquent. Dans le cas des F-concepts, non. Dans le cas des F-concepts, donc on ne dispose pas toujours d'une méthode qui permet de s'assurer, enfin qui permet de déterminer si le concept concerné, il s'agit en l'occurrence d'un F-concept, si ce concept s'applique ou non. Alors que dans le cas la caractéristique des A-concepts, c'est au contraire qu'on a toujours le moyen de décider ce genre de questions. Ce que Gödel veut dire, me semble-t-il, est que dans le cas de la relation de dérivabilité, il y a un lien essentiel entre l'existence de la relation donc de dérivabilité, et la possibilité pour nous de la reconnaître qu'elle existe, alors que la relation de conséquence est une relation qui peut exister ou ne pas exister d'une façon qui est indépendante des ressources formelles du langage que nous utilisons et des moyens dont nous disposons pour déterminer si cette relation existe ou non. C'est dans ce sens-là, me semble-t-il, qu'il faut comprendre donc cet usage un peu surprenant à première vue que Gödel fait des termes subjectifs et objectifs quand il dit que le F-concept de conséquence a quelque chose d'objectif en lui, alors que par contraste avec cela, donc les A-concepts sont eux subjectifs. Carnap ne peut bien entendu maintenir sa position sur le statut des propositions mathématiques, qui consiste à les caractériser comme analytiques, tout en intégrant la nouveauté que constitue le résultat d'incomplétude de Gödel. Il ne peut maintenir sa position qu'en vertu de la définition qu'il estime être en mesure de donner du terme analytique, à l'aide des méthodes qu'il introduit dans la syntaxe logique du langage pour son langage 2, non finitaire. Il est essentiel, pour pouvoir maintenir ce qui constitue une des thèses les plus centrales de la philosophie du cercle de Vienne, à savoir qu'il n'y a que deux catégories de propositions vraies, les propositions analytiquement vraies et les propositions factuellement ou empiriquement vraies. Autrement dit, il n'y a pas de proposition synthétique a priori. Il est essentiel, pour pouvoir maintenir cette position, de disposer d'un critère de l'analyticité et d'un critère qui soit, si possible, complet. C'est-à-dire qui permette de décider pour n'importe quelle proposition donnée, y compris certaines propositions mathématiques dont le statut peut sembler à première vue problématique et assez indécis, comme par exemple l'axiome de l'infini ou l'axiome du choix. Donc il faut disposer d'un critère qui permet de décider pour toute proposition, y compris les propositions de ce genre, si elle est ou non analytique. Et Carnap estime être parvenu à résoudre ce problème dans la syntaxe logique du langage. Mais il y avait un prix à payer pour cela, comme on l'a vu. Il n'était pas possible de parvenir à un critère de décision qui soit réellement complet pour le concept analytique, sans renoncer à exiger que le critère soit également finitaire, c'est-à-dire dans la logique carnapienne définite. Or, il se trouve qu'une première version de la définition que Carnap se proposait de donner du terme analytique était erronée, et même sérieusement erronée. Gödel avait eu en main le manuscrit de la syntaxe logique, qui s'appelait encore à ce moment-là sémantique. En fait, c'est seulement en 1934, sous les conseils de Neurath, que Carnap a opté pour le terme syntaxe. Donc, quand Gödel a eu entre les mains le manuscrit, donc c'était une partie de ce que Carnap prévoyait de publier, et qui a reçu comme titre la syntaxe logique du langage. Donc, Gödel a eu entre les mains une partie du manuscrit, et dans une lettre qu'il a envoyée à Carnap le 11 septembre 1932, il attire son attention sur une erreur que Carnap a commise dans la définition qu'il propose du terme analytique. Bon, c'est un petit peu technique, je ne vais pas m'attarder sur les détails techniques, mais je vous ai reproduit ce passage de la lettre de Gödel parce que on voit très bien, évidemment, on peut se faire une idée du coup d'œil d'aigle que Gödel avait dès ce moment-là, bien qu'il était à l'époque encore très jeune, pour toutes les questions techniques. Évidemment, la sûreté technique de Gödel est une chose qui est devenue assez rapidement légendaire. Il a toujours été à peu près impossible de le prendre en défaut sur des questions proprement techniques. Et là, il donne évidemment une idée de sa perspicacité. Pour commencer, dit-il, je crois que la définition d'analytique pour la langue étendue, il s'agit de la langue 2, et en conséquence également la démonstration de non-contradiction sont fautives.
ou donner des règles par lesquelles la question de savoir si une formule est analytique est ramenée à la même question pour d'autres formules. De ce fait, un concept analytique ne serait défini que si ce procédé conduisait toujours finalement à des formules dont il est par ailleurs décidé si elles sont analytiques. Par exemple, 0 égale 0, qui est prétendu le prototype de la formule analytique. Mais ce n'est pas toujours le cas, à ce qu'il me semble. Car, prenons l'exemple de la formule pour tout f de 0 ou non f de 0. Pour établir si elle est analytique, on doit le faire pour toutes les formules de la forme p de 0 ou non p de 0. Pour ce faire, on doit remplacer tout prédicat constant p par son définiens. Mais dans celui-ci peuvent figurer à nouveau des variables de prédicats liées, etc. Si bien qu'on en arrive à un regressus in infinitum. Là où cela devient le plus clair, c'est quand, comme cela peut se produire dans certains cas, la même formule est susceptible de revenir à chaque fois. Si l'on substitue par exemple dans la formule pour tout f de 0 ou 0 égale 0, si l'on substitue le prédicat constant pour tout f de x à f et réduit à la forme normale, alors on obtient à nouveau la formule originelle. Alors, comment faut-il s'y prendre pour essayer d'éviter cette faute? Voici la suggestion que fait Gödel. Cette faute, dit-il, ne peut à mon avis être évitée que si on considère comme le domaine de valeurs parcouru par les variables de fonction, non pas les prédicats d'une langue déterminée, mais tous les ensembles et les relations en général. Traduit en langage clair, ça veut dire qu'on peut s'en sortir que si on accepte d'adopter un point de vue nettement plus platonicien que celui auquel Carnap est disposé à adhérer. Bon, mais naturellement, Gödel se garde bien d'expliquer ça exactement dans ces termes-là. Je donnerai, dit-il, sur la base de cette idée, dans la deuxième partie de mon travail, une définition pour vrai, et je suis d'avis que la chose ne peut pas se faire autrement et qu'on ne peut pas concevoir le calcul fonctionnel d'ordre supérieur de façon sémantique. Autrement dit, on peut naturellement construire sur une base sémantique un calcul fonctionnel d'ordre supérieur, mais dans ce cas, les lois dont on a besoin pour la théorie classique des nombres réels ne sont justement pas satisfaites parce qu'on est nécessairement conduit à la théorie des types ramifiés, entre parenthèses, sans axiome de réductibilité. Bon, je passe encore une fois sur les détails techniques. Le travail auquel Gödel fait allusion dans cet extrait, travail dans lequel il est question, dit-il, de donner une définition de vrai. Ce travail est un projet que Gödel était censé réaliser en commun avec Arendt Heiting. C'est un projet qui avait pour but de donner une vue d'ensemble des recherches récentes sur les fondements des mathématiques, incluant l'intuitionnisme et la théorie de la démonstration, et ce travail donc devait être publié par les éditions Springer à Berlin. Or, Heiting a rempli sa partie du programme, mais pour des raisons de santé, Gödel n'est jamais parvenu à faire de même pour la sienne. Donc il n'a jamais rédigé sa partie du travail. Quand il dit que, d'après lui, un calcul fonctionnel d'ordre supérieur ne peut pas être édifié sur une base sémantique, il veut dire, bien entendu, au sens que Carnap donne à ce moment-là au mot sémantique. Il faut donc comprendre que il faut comprendre que d'après lui, un calcul fonctionnel d'ordre supérieur ne peut pas être construit sur une base qui mériterait d'être appelée et que nous appellerions nous plutôt purement syntaxique. Autrement dit, de façon carnapienne. Carnap, comme il l'explique dans une lettre du 25 septembre 1932, se rend parfaitement compte que, je cite, « On n'arrive pas aux formules des mathématiques classiques concernant les nombres réels si l'on rapporte l'opérateur universel avec variable de prédicat ou variable de foncteur uniquement au prédicat définissable dans un système déterminé limité. » Autrement dit, comme le souligne, on ne peut pas en rester, si vous voulez, aux prédicats qui sont exprimables et définissables à l'intérieur d'un langage déterminé. Mais Carnap n'est pas certain, en revanche, de comprendre totalement la conclusion que lui suggère Gödel. Ce qui fait qu'il lui pose la question suivante. Vous dites que l'on doit le rapporter à tous les ensembles, mais qu'est-ce que cela signifie? Donc qu'est-ce qu'il faut comprendre quand Gödel parle de la nécessité de ne pas rester, de déterminer le domaine de valeur parcouru par les variables en le rapportant non pas au prédicat d'une langue déterminée, mais à, dit-il, tous les ensembles et les relations en général. Qu'est-ce qu'il faut entendre exactement par là?
Alors, il faut noter que Gödel s'était défendu dans sa lettre, peut-être pour ne pas effaroucher Carnap, d'avoir voulu dire que quelqu'un qui entend procéder comme le fait celui-ci est contraint d'adopter un point de vue platonicien sur un univers d'ensemble et de relations qui est donné indépendamment de toute référence à un langage quelconque. Donc Gödel prend soin de préciser que ce n'est pas ce qu'il a voulu dire, qu'on risquait d'être obligé de se situer en dehors de toute référence à un langage déterminé et donc de se référer directement donc à un univers d'ensemble et de relations qui existe indépendamment de tout langage particulier. Le fait que l'on doive identifier le domaine dans lequel les variables de fonction prennent leur valeur à celui des ensembles et des relations en général, je cite ce que dit Gödel, ce fait n'implique pas un point de vue platonicien, car j'affirme que cette définition pour analytique ne peut être effectuée qu'à l'intérieur d'un langage déterminé dans lequel on a déjà les concepts ensemble et relations. Alors, il faut avouer que ça n'est pas facile à comprendre. Gödel formule une assertion qui pourrait sembler typiquement platonicienne et en même temps se défend explicitement d'avoir voulu dire quelque chose de ce genre, puisque, dit-il, le fait qu'on soit obligé d'identifier le domaine de valeur des variables de fonction, le domaine dans lequel les variables de fonction prennent leur valeur, le fait qu'on soit obligé d'identifier ce domaine au domaine des ensembles et des relations en général, apparemment sans référence à un langage particulier, je cite à nouveau ce qu'il dit, cela, citation, n'implique pas un point de vue platonicien, car j'affirme que cette définition pour analytique ne peut être effectuée qu'à l'intérieur d'un langage déterminé dans lequel on a déjà les concepts ensemble et relations. Autrement dit, la définition doit bel et bien être formulée en référence à un langage déterminé, mais les concepts d'ensemble et de relation doivent pour cela, dit Gödel, y être donnés. Il est difficile de déterminer la part respective que joue dans la remarque de Gödel la conviction réelle et le souci habituel chez lui de ne pas heurter de front les conceptions et les préférences philosophiques de son interlocuteur. Autrement dit, dans quelle mesure Gödel est-il convaincu que ce qu'il exprime n'oblige pas réellement à adopter un point de vue platonicien, et dans quelle mesure essaie-t-il simplement d'être aimable et poli envers Carnap? C'est difficile à déterminer. Köhler, dont j'ai déjà eu l'occasion de vous citer certains commentaires sur Gödel, Köhler pense que si Gödel a caractérisé comme non platonicienne la façon de procéder de Carnap, en dépit du fait qu'elle s'appuyait apparemment sur un univers ontologique passablement riche, dans lequel les ensembles transfinis, plus précisément des ensembles de toutes les puissances transfinies inférieures à Aleph puissance oméga, donc elle s'appuie sur un univers ontologique dans lequel les ensembles transfinis sont admis avec générosité. L'idée de Köhler, c'est que si Gödel a hésité à parler de platonisme, c'est, je cite, parce qu'il considérait la conception du langage de Carnap comme conventionnaliste dans son principe et, de ce fait, essentiellement subjective. Ce qui semble contredire une caractéristique du platonisme. Effectivement, on peut difficilement imputer à Carnap l'adhésion au conventionnalisme et l'acceptation d'une forme quelconque, surtout d'une forme relativement forte de platonisme. Mais évidemment, Gödel pourrait vouloir dire que Carnap présente son point de vue comme étant une forme de conventionnalisme, mais en réalité, dans la réalisation de son programme, il est obligé à son insu et sans le reconnaître d'adopter des assumptions platoniciennes relativement fortes. Alors on remarquera que cela ne pourrait pas gêner Gödel que des concepts comme ceux d'ensemble quelconque, de relation, d'analyticité, de vérité ou de quoi que ce soit d'autre ne soient pas définissables ou ne puissent être définis qu'à la condition de faire figurer dans la définition des concepts susceptibles de poser des problèmes au moins aussi sérieux. Ce n'est pas le genre de choses qui pourrait gêner Gödel, puisqu'il est tout à fait possible de considérer que des concepts de cette sorte peuvent être compris de façon tout à fait suffisante, sans que pour autant ils doivent nécessairement être possible d'en donner une définition formelle. Donc encore une fois, ce n'est pas le genre d'objection, ce n'est pas le genre de difficulté qui pourrait gêner réellement Gödel. Dans une intervention qui a eu lieu au cours d'une réunion du Cercle de Vienne, le 2 juillet 1931, Gödel dit par exemple ceci, à propos de cette question de la définissabilité: il y a dans la métalogique arithmétisée des concepts qui ne sont pas définissables mais qui sont en ordre.
c'est démontré par le fait que si nous avions le concept, c'est-à-dire si on avait le concept avec une définition au sens propre du terme, une antinomie, d'après Richard, pourrait être construite. Alors que nous pouvons tout de même bien assumer que l'arithmétique est non contradictoire. En revanche, une situation comme celle que je suis en train d'évoquer, c'est-à-dire le fait que peut-être, qu'éventuellement des concepts comme ceux d'ensemble, quelconque, de relation d'analyticité, de vérité, etc., ne puissent pas être, à proprement parler, définis. Une situation de cette sorte pourrait, semble-t-il, créer un problème sérieux pour un philosophe comme Carnap. Et cela pour au moins deux raisons. Premièrement, parce qu'une tendance caractéristique du point de vue que l'on peut appeler formaliste positiviste est de postuler qu'on a le droit de se servir réellement d'un concept qu'après avoir réussi à en donner une définition exacte. Et deuxièmement, parce que l'ambition peu raisonnable du positivisme est, d'après Gödel, de réussir à obtenir tout à partir de presque rien. Il risque donc de se heurter à une difficulté insurmontable s'il apparaît qu'on ne peut définir un concept comme analytique qu'en recourant à des instruments conceptuels qui sont d'une puissance au moins équivalente. Un des axiomes fondamentaux de Gödel est, pourrait-on dire, j'ai déjà eu l'occasion de parler de cela, qu'on ne peut en philosophie, contrairement à ce que croient la plupart du temps les empiristes et les positivistes, on ne peut avoir quelque chose pour rien ou quasiment rien. Une des choses qui l'étonne le plus, de toute évidence, dans la syntaxe logique du langage, est la manière dont un positiviste comme Carnap, pour établir le caractère analytique d'énoncés mathématiques, comme par exemple l'axiome du choix, accepte sans problème d'utiliser une mathématique qui est d'une force équivalente ou supérieure à celle des mathématiques dont il est en train d'essayer de clarifier le statut. Effectivement, ça ne donne pas l'impression de gêner particulièrement Carnap, mais du point de vue de Gödel, c'est une chose qui devrait gêner particulièrement un positiviste, quelqu'un qui défend un point de vue comme celui de Carnap. Gödel, comme je l'ai souligné, soupçonne Carnap de commettre, dans sa tentative de réduction des mathématiques à la syntaxe logique du langage, pour les raisons que je viens de rappeler, une véritable pétition de principe. La meilleure façon d'éclairer les choses sur ce point est sans doute de citer le commentaire que fait à ce propos Warren Goldfarb. Je cite, « Les vérités des mathématiques sont censées être les conséquences de l'adoption d'une structure linguistique. » C'est ce que pense Carnap. Conséquence ne peut pas être compris ici dans un sens qui est celui de la théorie de la démonstration. Autrement dit, il s'agit d'un F-concept, et non d'un A-concept. Conséquence ne peut être compris ici dans le sens qui est celui de la théorie de la démonstration, puisque le premier théorème d'incomplétude de Gödel montre qu'aucun système déductif ne fournira toutes les vérités mathématiques. On a besoin au lieu de cela de la notion sémantique de conséquence dans le métalangage, et pour définir cela, on a besoin d'utiliser des mathématiques d'une certaine force. En contraste avec cela, Gödel formule comme une contrainte imposée à l'approche syntaxique le fait que la syntaxe doit être finitaire. Comme on l'a vu, c'est les textes que je vous ai cités au début montrent clairement qu'on doit renoncer à l'idée d'une approche syntaxique finitaire. C'est ce que Carnap consent à faire sans trop de difficultés. Or, Gödel, lui, a tendance à penser que pour qu'on puisse parler d'une approche proprement syntaxique, il faudrait que cette approche soit et reste finitaire. De fait, Gödel considère ce point comme étant évident. Il dit par exemple ceci, la nécessité de ce réquisite ne devrait pas prêter à discussion. Autrement dit, on ne devrait pas, la question de savoir si l'approche syntaxique peut ou non être non finitaire est une question qui ne devrait même pas vraiment être discutée, car, dit-il, si le raisonnement non finitaire est utilisé, c'est à nouveau une citation, le programme est transformé en son opposé direct, au lieu de justifier les axiomes mathématiques en les réduisant à des règles syntaxiques. Ces axiomes, ou du moins certains d'entre eux, sont nécessaires pour justifier les règles syntaxiques. Donc oui, on tombe dans une circularité caractérisée, et on se sert du plus pour justifier le moins, tout en essayant de donner l'impression qu'on s'est servi uniquement du moins pour justifier le plus. C'est bien ce qui, dans cette façon de procéder, donc qui est celle de la syntaxe logique du langage, gêne particulièrement Gödel. Il précise dans une longue note que le programme syntaxique
est, selon lui, obligé par essence de respecter l'obligation d'être finitiste, ce qui signifie que l'entreprise carnapienne cesse, par la force des choses, à un moment donné, complètement, d'être ce qu'elle était censée être, à savoir syntaxique. Voici ce qu'il dit. Je crois que ce qui doit être compris par syntaxe, si le programme syntaxique doit servir son but, est exactement équivalent au finitisme de Hilbert. Donc oui, il est tout à fait clair sur ce point. Une démarche qui mérite au sens strict d'être qualifiée de syntaxique ne devrait pas excéder les limites du finitisme hilbertien. C'est-à-dire que c'est-à-dire le programme est constitué des concepts et des raisonnements faisant référence à des combinaisons finies de symboles qui sont contenus à l'intérieur des limites de, c'est une expression de Hilbert, ce qui est donné immédiatement de façon intuitive, c'est-à-dire das unmittelbar anschaulich gegebene. La portion de notre connaissance ainsi définie est équivalente, en vertu d'une correspondance biunivoque de ces objets, à la théorie des nombres récursifs. Vous voyez, Hilbert, Bernays, etc. À ceci près qu'on peut arguer, à juste titre, et là, Gödel renvoie à l'article fameux de Bernays sur le platonisme dans les mathématiques, donc l'article de 1935, on peut arguer que des objets combinatoires, avec un nombre exorbitant d'éléments, ou un nombre exorbitant d'opérations à effectuer, ne doivent pas apparaître dans les considérations finitaires. Autrement dit, on pourrait décider d'être plus strict que ne le sont les finitistes ordinaires, et alors que les finitistes nous proposent de s'en tenir à des opérations qui sont en principe, qui sont au moins en principe effectuables en un nombre fini d'étapes, on pourrait décider de remplacer cette idée d'opération effectuable en principe par l'idée d'opération pratiquement effectuable, pratiquement faisable, ce qui évidemment représenterait une restriction beaucoup plus stricte que celle qui est adoptée par le point de vue finitiste ordinaire. Donc, c'est ce que veut dire Gödel quand il dit qu'on pourrait décider que des objets combinatoires avec un nombre exorbitant d'éléments ou un nombre exorbitant d'opérations effectuées dépassent déjà largement le cadre qui devrait être et rester celui du finitisme. Car, dit-il, ces objets-là sont des constructions purement théoriques. Encore une fois, elles ne sont pas pratiquement effectuables. Ce sont des constructions purement théoriques qui sont aussi éloignées de ce qui est immédiatement donné que l'infini, et vont peut-être même bien au-delà de tout ce qui est contenu dans la réalité spatio-temporelle. Par conséquent, les idées de ces objets ou opérations ne peuvent pas être reconnues comme étant douées de sens ou consistantes, à moins que nous ne nous fiions à une intuition mathématique de choses complètement inaccessibles à l'expérience. Ce sont des constructions qui vont, même si elles peuvent être considérées comme étant encore finitaires, vont néanmoins très au-delà de ce que nous sommes en mesure de rencontrer dans l'expérience. Si des restrictions de cette sorte sont introduites, ce qui n'exclut pas qu'un théorème puisse se référer à tous les entiers ou objets combinatoires d'une certaine espèce qui peuvent être donnés concrètement, alors les résultats négatifs concernant les démonstrations de consistance finitaire qui sont mentionnées dans la suite restent valides et d'autres, plus forts, peuvent probablement être obtenus. Donc on peut s'attendre à être en mesure d'obtenir d'autres résultats négatifs, mais évidemment encore plus forts si on décide de remplacer le finitisme ordinaire par ce qu'on appelle habituellement le finitisme strict, ou l'anthropologisme. Encore une fois, le point de vue qu'on appelle finitisme strict ou anthropologisme, c'est le point de vue qui consiste à remplacer la notion de effectuable en principe en un nombre fini d'étapes par la notion de pratiquement effectuable ou par la notion de faisabilité, de faisable pratiquement. C'est Hao Wang, je crois, qui a introduit ce concept de faisabilité pour caractériser pour rendre compte de la distinction qui est à faire entre, si vous voulez, entre effectuable, effectif, c'est-à-dire effectuable en principe, et effectuable pratiquement. Gödel souligne à ce propos que on peut vraisemblablement démontrer que le programme syntaxique, compris comme il doit l'être, ne permet même pas de fonder ne serait-ce que les mathématiques finitaires elles-mêmes. Voici ce qu'il dit. La circularité impliquée dans le fait de fonder les mathématiques finitaires sur la syntaxe disparaîtrait dans une mesure considérable si, dans cette entreprise de fondation, seule la syntaxe au sens strict était utilisée. Donc, on pourrait se proposer d'essayer au moins de fonder les mathématiques finitaires sur la syntaxe. Mais pour ça, il faudrait que la syntaxe soit finitaire.
sans quoi il y a évidemment un risque de circularité. Gödel, l'opinion de Gödel sur ce point est qu'une syntaxe qui resterait dans les limites qui doivent lui être imposées, encore une fois pour lui c'est une question qui peut à peine se discuter, donc une syntaxe qui serait comme elle doit l'être finitaire, ne permettrait vraisemblablement même pas de fonder les mathématiques finitaires. C'est, dit-il, de façon très probable une chose impossible, autrement dit, il est probablement démontrable que la consistance de nombres d'une grandeur exorbitante, même jusqu'à un nombre modéré d'étapes de démonstration, ne peut être démontrée en un nombre faisable d'étapes sans utiliser des entiers d'une grandeur exorbitante dans la démonstration de consistance. Entre parenthèses, arithmétisée. Il semblerait donc que, à strictement parler, même l'arithmétique finitaire ne puisse pas être interprétée comme étant de la syntaxe du langage. Fin de citation. Carnap, pour sa part, ne semble être gêné en aucune façon par le renversement et la circularité dont parle Gödel. Le fait qu'on est obligé de se servir pour la justification de cela même qu'on est censé être en train de justifier. Il s'autorise à utiliser librement des notions syntaxiques non finitaires, et il remarque explicitement que sa définition de la vérité mathématique pour un langage formel qui inclut les mathématiques classiques exige des moyens qui vont au-delà de ce qui peut être formalisé dans ce langage. L'argument de Gödel semble donc imparable, puisque d'après lui, un programme syntaxique au sens strict devrait être soumis à des restrictions finitistes relativement sévères, et donc ne faire intervenir que l'intuition concrète des signes et des opérations effectuées sur eux, et des procédures qui sont effectuables en un nombre fini, et même autant que possible pas complètement démesuré, d'étapes, on est obligé de conclure que le programme carnapien, ou bien n'est pas syntaxique, ou bien, s'il l'est, ne peut pas atteindre son but. C'est ce dont Gödel est convaincu, et ce sur quoi il cherche à attirer l'attention de Carnap. Ou bien son programme n'est pas finitaire, et de toute évidence il ne l'est pas, et dans ce cas-là il n'est pas syntaxique, ou bien il est finitaire, et dans ce cas il ne peut sûrement pas atteindre son but. Mais il faut noter que l'argument n'est réellement pertinent et probant que si Carnap cherche réellement à résoudre un problème de justification ou de fondement, dans lequel on se sert pour légitimer une superstructure problématique d'une base qui est supposée être plus élémentaire et plus sûre. Mais il n'est pas tout à fait certain, je reviendrai sur ce point, que ce soit bien ce que Carnap cherche à faire. C'est-à-dire qu'il n'est pas absolument certain qu'il cherche à résoudre véritablement un problème de justification ou de fondement. D'après Köhler, la chose la plus importante que Carnap a apprise de Gödel, en dépit du fait qu'il aurait pu l'apprendre déjà de Tarski, quand celui-ci a été invité à Vienne en février 1930, est la nécessité de distinguer entre les différents niveaux de langage. D'après Köhler, donc, c'est de Gödel essentiellement que Carnap a appris ce genre de choses, alors qu'il aurait pu l'apprendre déjà avant, puisque, encore une fois, Tarski avait été invité par Karl Menger, si je me souviens bien, à Vienne dès le mois de février 1930. Alors, voici ce que dit Köhler. C'est seulement la démonstration d'incomplétude de Gödel, plus tard dans l'année, qui a amené Carnap à laisser de côté ces Untersuchungen zur allgemeinen Axiomatik, donc les recherches sur l'axiomatique générale, dont j'avais eu l'occasion de vous parler de façon relativement détaillée, je ne sais plus si c'était l'année dernière ou il y a 2 ans. Donc il s'agit d'un projet que Carnap a abandonné, incontestablement en grande partie à cause de la démonstration d'incomplétude de Gödel. Donc c'est seulement cette démonstration, estime Köhler, qui l'a amené à abandonner ce projet et à reprendre la distinction de niveau de langage faite par Tarski, ce qui, compte tenu de la tradition Frege, Russell, Wittgenstein d'un langage unitaire pour toute la science, y compris la logique mathématique elle-même dans sa totalité, représentait un certain obstacle à surmonter. Auparavant, dans le cercle de Schlick, seul Menger avait représenté, contre Wittgenstein et Weissmann, un pluralisme des langages ou des logiques. Et cela pour des raisons provenant d'un relativisme méthodologique dans la théorie de la connaissance qui était dérivé manifestement de Mach et de Boltzmann.